Je voulais parler un petit peu d'évaluation des politiques publiques numériques. Dès le début, il faut penser le protocole qui va nous permettre en T+10, en T+, peut-être pas aller aussi long terme, en T+2, en T+3, d'évaluer si ça a bien marché. Et parfois c'est très lourd, ça demande des ressources, ça demande de le penser. Et là, les méthodologies universitaires sont très développées pour ça. Alors, rien à voir avec le numérique, mais quelqu'un qui fait ça très bien en économie, c'est Thomas Piketty. Thomas Piketty, qui travaille sur l'économie du travail. Dès le début, alors ça s'était fait avec Pôle emploi, pareil, la question c'était est-ce que les aides versées pour le retour à l'emploi sont vraiment efficaces ou est-ce que finalement c'est des aides qui retardent le retour à l'emploi avec des effets d'aubaine du côté des… Est-ce que, en gros, pour caricaturer, est-ce que les pauvres utilisent ça pour prendre des vacances ou est-ce que vraiment ça aide à retour à l'emploi? Et donc lui, il a imaginé un processus expérimental hyper pointu, vraiment, c'est très très bien fait, où il y a des groupes contrôle, des groupes témoins, où il y a des gens avec qui on va donner cette allocation, des gens à qui on ne va pas donner. Oui, ça pose des problèmes éthiques aussi, parce qu'il y a des gens qui acceptent de faire partie de l'expérimentation pour ne pas toucher et être le groupe témoin, quoi. Oui. Donc ça implique des choses politiquement, ça ne se fait pas comme ça. Et donc après, quand on pense ces processus-là, on est à même de dire, regardez, le groupe qui a eu l'allocation, finalement, il a cherché du travail comme celui qui ne l'a pas eu, et puis ça a été aussi efficace. Et il y a peut-être eu un petit peu un effet d'aubaine au début, mais dans le temps, ça se tasse. Donc là, quand on monte des processus comme ça, on est capable de dire vraiment, voilà, l'argent que j'ai mis là, l'emploi que j'ai créé là, la cyberbase que j'ai montée là, elle a servi parce que regardez, à côté, on n'en a pas mis, ça ne s'est pas développé, tout ça. Donc, vraiment, c'est un plaidoyer pour dire il faut penser à l'évaluation de la politique publique dès qu'on met des sous quelque part, dès qu'on lance un projet. C'est vachement important parce que, 1, ça rassure les financeurs, 2, ça valorise le travail fait par les gens qui ont reçu ces subventions, qui ont monté ces projets. Ça donne un indicateur pour dire ça a marché, on a fait des choses. Et 3, quand les choses marchent, ce qui est souvent le cas, quand les choses marchent, on est plus à même la fois d'après de demander un prolongement parce qu'on peut prouver que ça a marché, on peut prouver qu'il y a eu ça a créé quelque chose. Et donc la Bretagne était un peu précurseur en matière de lieux d'accès public. Il y avait ce qu'on appelait le processus cybercommune, on a entendu parler, qui était l'idée de financer, vraiment d'aider au financement, au développement d'un réseau de points d'accès public à Internet dans toute la région. Donc on a fait de l'observatoire, tout simplement, c'est-à-dire qu'on est allé recenser à la mano, parce qu'il n'y a pas d'annuaire. Donc on est allé recenser tout ce qui s'affichait comme étant dans chaque commune, dans les 1270 communes bretonnes. On est allé voir s'il y avait un point d'accès public, un lieu d'accès public. Si oui, où il était, parce que ça peut être une bibliothèque, ça peut être une médiathèque, ça peut être à la mairie, ça peut être au Pôle emploi, ça peut être un lieu dédié, un tiers-lieu. Il y a eu un travail de fourmi fait par les gens qui ont travaillé là-dessus, de recenser la présence de ces lieux d'accès public. Donc là, on a recensé la présence, étape 1. Étape 2, on va prendre contact avec chacun, on va leur envoyer un questionnaire précis pour savoir ce qu'ils ont fait, quelles ressources, ce qu'ils veulent faire, leur impression sur ce qui s'est passé. Donc encore un travail de fourmi parce que donc 1270 communes, alors je ne sais plus le nombre d'exemples de points d'accès public, mais on n'est pas loin, on doit être entre 700 et 800, quelque chose comme ça. Sachant qu'il y a des communes qui en ont plusieurs. Là on voit que grosso modo, il y a la moitié des communes en sont pourvues. Certaines communes en ont plusieurs, ce qui fait qu'on est autour de 800 en total. Donc déjà, le premier type de constatation qu'on peut faire, c'est qu'il y a des points d'accès public, surtout là où il y a déjà Internet. Ce qui déjà d'une certaine manière n'est pas le plus gros succès, puisqu'on peut imaginer que ce lieu a plus d'importance là, quoi. Là, dans le centre Bretagne où il ne se passe à peu près rien, c'est là que les publics sont sans doute les plus concernés. Et donc ensuite, via le questionnaire, on a recueilli beaucoup d'informations. On a vu effectivement qu'il y avait une grande diversité de lieux. Donc je disais, c'est de la mairie, de la bibliothèque, de la médiathèque, du Pôle emploi. Parfois, c'est la Poste qui fait office de lieu d'accès public parce qu'il y a un ordi à la Poste avec un accès Internet et c'est le seul à 10 km aux alentours. Une grande diversité de publics. On a pu montrer que certains publics étaient associés à certains lieux, que les personnes d'un certain âge allaient plutôt dans les bibliothèques, alors que des personnes actives allaient plutôt sur des lieux genre justement des lieux genre la Poste ou ces lieux de vie ou ces lieux de l'activité. Les mairies, c'était plutôt les chômeurs aussi, ce genre de choses. Donc à un lieu, on peut associer une personne. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que il n'y avait pas de réseau, c'est que chaque lieu d'accès public était indépendant l'un de l'autre. Ils ne communiquaient pas entre eux, pas du tout. Et pour autant,
Ils étaient tous sous le label, une grande partie était sous le label cybercommune. Mais la région a très bien fait, elle a financé, elle a donné des ordis, elle a aidé à créer la structure, mais elle n'a pas mis en réseau forcément cette structure. Donc on met de la ressource à un endroit, des ordis, un animateur, mais il n'y a pas d'interaction avec ce qui se passe 20 km à côté. Et ça, du coup, ça crée un isolement et surtout, ça n'utilise pas ce qui est la force d'Internet, c'est vraiment de mettre en réseau, de faire des projets communs, de se réunir, de partager l'expérience. Mais c'est cette idée que voilà, c'est donner l'argent pour mettre des ordis, c'est une première étape importante, mais la mise en réseau a été relativement oubliée et le simple fait d'avoir un label cybercommune, ça ne met pas en réseau. Pas parce qu'on met un label, c'est pas parce qu'on met des choses, des activités communes que les gens vont travailler vraiment ensemble et tout ça. Et ça renvoie sur le dernier point qui est le rôle absolument central et déterminant de l'animateur. Un lieu d'accès public sans animateur ne sert finalement à rien. On peut dire, il y a 2-3 personnes qui vont venir regarder Internet, mais c'est tout. S'il n'y a pas d'animation, il ne se passe rien, quoi. Donc voilà ce que dans notre objectif un peu d'évaluation, on a été assez critique, mais de ce point de vue-là, la région est très très ouverte aux critiques, il faut le faire habilement, mais 88% de la population bretonne était à moins de 5 km d'un LAPI. Donc de ce point de vue-là, c'était réussi. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas dans le LAPI s'ils n'organisent rien. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Et comment ça se passe dans ces cyberbases? Il y a un local, il y a deux ordinateurs qui sont, vachement variés. qui sont en place, et puis les gens viennent, vont sur Internet et repartent. Comment c'est justement, c'est ce qui crée aussi un peu la difficulté, c'est la grande diversité. C'est-à-dire que tu as tout, tu vas de l'ordinateur posé, avec un ordinateur, un accès Internet posé et personne, à un réseau d'ordinateurs avec des animateurs, avec des inscriptions, tu t'inscris, du coup on garde un historique de ce que tu as fait, avec des ateliers organisés, avec une vie. Donc il y a une très très grande diversité et ça n'aide pas non plus forcément à y voir très très clair en matière d'animation, de résorption de la fracture, tout ça. Bon, un autre exemple d'évaluation d'un politique publique, un truc très rigolo qu'avait mis en place le pôle image et réseau, c'était la diffusion sur la place de l'hôtel de ville à Rennes de l'œuvre de Mozart. Donc il y avait eu 2 œuvres, la première c'était Don Giovanni et la deuxième c'était l'enlèvement au sérail. Alors là l'idée au début c'est le pôle image et réseau qui monte ça pour montrer toute sa force. C'est d'abord une prouesse technique. Non, d'abord c'est un projet culturel, c'est l'idée d'ouvrir l'opéra, de faire sortir l'opéra de l'opéra et de le mettre dans la rue, accessible au plus grand nombre possible. Donc il y a une visée culturelle vraiment émancipatrice derrière ça. Il y a une prouesse technique, il y a de la captation, alors je ne suis pas technicien donc j'y connais pas grand chose, mais il y a de la captation sonore, parce que l'opéra était fait en direct et retransmis sur la place de l'hôtel de ville. Dans l'hôtel de ville, il était retransmis en 3D. Il y avait d'autres retransmissions parallèles à la Carène, à Brest, un autre endroit, même dans un endroit à Paris, c'était retransmis aussi. Donc avec de la 3D dans l'hôtel de ville, sur tablette dans une autre salle dédiée à l'hôtel de ville. Donc la région allait financer un petit peu ça demande quand même quelques moyens. Ben, nous on s'est dit, c'était même pas sur la commande de la région, on s'est proposé d'aller voir si le but initial qui était ouvrir la haute culture à tout le monde, si ce but initial était rempli et si les TIC avaient aidé, si l'aspect numérique avait aidé véritablement, si la technologie avait aidé à démocratiser un peu l'opéra. Donc on a fait ça pour le Don Giovanni et pour l'enlèvement au sérail. Là pareil, technique d'observatoire, c'était des petits groupes, hein, on avait une trentaine d'enquêteurs sur le moment. Donc là, on avait pensé le processus en amont, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'était dit avant la retransmission comment on va évaluer l'impact de cette prouesse-là. Donc on avait recruté des petits padawans là, qui avaient le petit questionnaire, qui avaient un t-shirt marsouin, et puis qui allaient interroger les gens. C'était un petit questionnaire que les gens remplissaient. La deuxième fois, on avait essayé d'innover aussi, on avait fait remplir le questionnaire sur tablette, il y avait un petit aspect innovation d'usage où les enquêteurs avaient des tablettes, ils répondaient, ça incrémentait directement la base, on était presque capable de faire des stats en temps réel. Bon, à partir de là, alors les conclusions, il y a 2 rapports qui sont en ligne sur le site Marsouin si vous voulez aller voir, c'est pas inintéressant. Là après, c'était sur les théories sociologiques, un peu autour d'Antoine Aignan, autour de l'idée que la technologie, c'est la médiation culturelle. Donc bon, il y a un peu de dissertation sociologique là-dessus qui est assez intéressant. L'aspect démocratisation de la culture, bon, oui et non, hein. La plupart des gens, je ne sais plus les stats exactes, mais on avait quand même, la place était remplie, hein. Ça a été un vrai succès populaire les 2 fois. Mais 60-70% des gens qui étaient là avaient déjà eu affaire à l'opéra. Il y a quand même la reproduction sociale, dans ce genre de consommation culturelle, ça fonctionne quand même assez bien.
Le numérique a un impact certes assez limité, mais les gens étaient quand même venus pour l'opéra plus que pour l'innovation technologique. Mais par contre, certains étaient revenus parce que la perspective de voir en 3D, parce que ce genre de choses, ça attire aussi un peu l'attention. Ça peut être un prétexte pour aller consommer une culture différente. Cette idée qu'on met de la ressource publique pour démocratiser ce que Bourdieu appelait la culture légitime.